parti. Bonjour Haroun. Bonjour Tristan. Ça va? Très bien et toi? Ouais, impeccable. Podcast avec Haroun pour parler essentiellement de la liberté dans le stand-up à différentes étapes, différents projets. Parce que pour moi, tu incarnes quand même un peu ça. Ok, Est-ce ça fait plaisir. que tu es d'accord ou pas? Je sais pas si je l'incarne, j'ai besoin de l'être en tout cas, d'être libre. Après de là à l'incarner, oui probablement, oui, parce que j'ai mis des spectacles gratuits et que j'ai pas voulu passer par les canaux traditionnels. Ouais. Pour cette envie aussi d'avoir une liberté de pas que de ton, mais aussi de durée de contenu. C'est-à-dire que dès que tu es dans de la chronique et que tu es timé, tu peux plus faire ce que tu veux. Et dès que tu es dépendant du média, forcément, il y a une forme de liberté qui s'en va, quoi. Donc c'était aussi dans ce désir-là. Ouais. Ok. Et ça, c'est un truc que tu avais depuis le début ou qui est venu, qui s'est développé petit à petit? En fait, elle est bien ta question. Non, mais en fait, c'est depuis le début. Je sais pas, non, je pense pas que ce soit depuis le début, mais c'était toujours là sans que je m'en rende compte. J'ai toujours eu depuis le début, et ça se voit sur scène, cette espèce de critique de si tu fais quelque chose, fais-le vraiment ou tais-toi. Et c'est pour ça que souvent mes sketchs c'est un peu là-dessus. C'est un peu tu peux dire que t'es pas raciste mais t'as un comportement raciste. Tu peux dire que t'es écolo mais t'as un comportement qui est pas du tout écolo. Ça me fait marrer cette hypocrisie et j'essaie de lutter contre ma propre hypocrisie. Donc ce que je dis sur scène, quand par exemple je fais un spectacle sur internet et que je critique le fonctionnement d'internet, je me suis dit qu'il fallait que j'applique dans ma vie moi. Et donc j'étais un peu forcé après avoir ouvert ma gueule de l'appliquer à moi-même, quoi. D'aller au bout. Oui, donc ça a toujours été là parce que j'ai toujours été un peu sarcastique vis-à-vis de l'hypocrisie, mais aussi de ma propre hypocrisie, et j'en fais preuve, même si j'essaie de lutter contre. Oui, comme tout le monde. De toute façon, enfin, après, Bien, non, mais dans l'hypocrisie, on en a tous par rapport oui, c'est clair, au discours et aux actions qu'on fait. Bien sûr. Et ça s'est un peu imposé par rapport aux propos que j'avais, quoi. Ok. Ouais. Et ça, parce que en gros, ça a commencé à bien marcher il y a 4 ans. En 4 ans et demi, c'est ouais, ça. Ouais. Ça. Et t'avais combien d'années de stand-up derrière toi à ce moment-là? J'avais pas beaucoup d'années de stand-up, j'avais des années de seul en scène, parce que je faisais pas de stand-up en fait à la base. Je faisais du sketch, je jouais un personnage. Je crois qu'on commence tous par ça au départ. Ouais, mais c'est très formateur j'avais commencé à vraiment entrer dans ce format où je m'adresse à l'assistance comme ça de façon très droite et froide et tout, vers 2015. Ok. Donc il a fallu 1 an et demi à peu près pour vraiment faire progresser le spectacle dans cette forme-là, tel qu'il était. Mais avant ça, c'était tout un bordel. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher? La simplicité d'action, le fait de pouvoir arriver dans n'importe quel endroit, prendre un micro et pas avoir à penser à ses accessoires, sa musique qui est lancée, cette lumière-là, etc. Les perruques. Voilà, c'est la contrainte matérielle en fait. Et donc, ça rejoint le sujet de ton podcast, mais il y a une question de liberté d'action, quoi. L'espèce de côté, ça pourrait être du spectacle de rue. Ouais, c'est que en fait, c'est l'avantage du stand-up, c'est que tu vas avec ta bite et ton couteau et tu peux faire un spectacle. Ouais, il y a toute cette simplicité qui procure une liberté énorme. Et tu parles de 2015 parce que c'est marrant, c'est là où c'est à ce moment-là que je t'ai connu moi la première fois. Et c'est vrai que cette évolution-là, en fait, je l'ai vraiment senti, tu vois. Ouais. En plus, en gros, je pense que t'étais à un moment où t'étais archi motivé pour, enfin, t'étais focus, quoi. C'est-à-dire que tu donnais tout pour y arriver, quoi. Ouais, c'était un peu la dernière chance, quoi. L'année charnière, quoi. Non, parce que en fait,
j'en avais marre de ce que je faisais. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait avant, mais là, j'arrivais à un moment où j'en avais marre. J'étais formateur avec l'impro théâtrale dans les entreprises ou dans les écoles. Et tout ça, j'avais l'impression toujours un peu de me répéter. Et puis je sentais que j'avais envie de passer plus de temps sur scène à écrire des trucs. Et surtout plus de temps à écrire. Parce que j'aime beaucoup ça. Et mon boulot me prenait du temps que j'avais envie de passer devant mon ordi. Ton boulot alimentaire qui était voilà, le truc en entreprise, ouais. l'impro, machin. C'était super, hein, je m'en plains pas et je suis très content de l'avoir fait et tout. Mais voilà, là en 2015, vraiment c'était la période où je courais toutes les scènes ouvertes. Et je sentais aussi qu'il fallait que je progresse, qu'il fallait que je travaille dans une certaine direction avec Tierno, le metteur en scène. Et les scènes ouvertes m'ont permis d'essayer plein de formes et d'expérimenter toutes sortes de tons. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire, surtout au départ, c'est expérimenter les façons de parler, les façons de tester plein de trucs et où tu vas être le meilleur et voilà, qui va être approprié pour ton style. Quoi. De prendre les risques. Quoi. Et en fait, c'était assez excitant aussi cette période de sans cesse se remettre en question, de reprendre des risques. C'est vraiment le plus marrant quoi, dans cette période-là. Quoi. Mais parce que à ce moment-là, tu vois, moi, je sais que je débutais un peu, tu vois, et on était allé, on avait fait le truc à vélo, là. Ouais. Et du coup, j'étais allé, avant ça, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître, à se côtoyer. Et tu venais beaucoup au Mokiri, et j'étais allé voir ton spectacle au Café Oscar, au Chapeau. Ok. Il y avait, on devait être 8 ou 10, tu vois. Et il y avait Tierno dans le fond de la salle qui était avec ton metteur en scène avec qui tu bosses depuis longtemps. J'explique pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, moi, j'étais je faisais du personnage et j'étais pas vraiment dans le stand-up, machin. Mais j'avais commencé à faire du one-man. Et je me souviens qu'on était en décalage sur la tournée à vélo parce que moi, tout ce qui m'arrivait, tu vois, je trouvais ça cool. Tu vois, les tournées à vélo ou aller à droite à gauche pour jouer. Alors que toi, t'étais déjà dans l'optique, tu vois, genre, c'est ton taf, tiens. Et en fait, ça a été le déclic quand j'ai vu Tierno noter sur un cahier et te débriefer toutes les blagues et machin. Je me suis dit, ah oui, donc en fait, c'est ça le métier, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, non, oui. Ça, par contre, j'ai toujours pris ça comme mon taf. Ouais. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de très... j'arrive, je suis dans une situation professionnelle. Ouais. Je me souviens que, parce que je faisais des passages au Jamel Comedy Club avant de faire la vidéo, j'étais le seul à me changer avant de monter sur scène. Je mettais une chemise. Et du coup, on se foutait pas de toujours ta gueule d'ailleurs, à l'époque. Hein ouais, bien sûr. Redon Mugueraba, il se fout de ma gueule. Il me dit encore, il m'en parle encore parfois, mais il me voyait repasser ma chemise dans la loge. Mais il y avait ce côté, il faut que je sois présentable sur scène. Je suis en représentation donc je représente quelque chose. Et j'y accorde vraiment de l'importance à ça. C'est-à-dire que je suis dans une... Je fournis une prestation, quoi. C'est à la limite pas artistique. Oui, tu mets en gros le cadrage professionnel, tu vois. Oui, on n'est pas loin de la conférence, quoi. Il y a pas loin du truc. Les gens sont venus voir quelque chose. Il faut que je leur fournisse au moins l'impression que quand ils sortent de la salle, ils se disent, il a bossé, j'aime ou j'aime pas. Mais je peux rien lui reprocher sur ce qu'il a donné. Il a fait le taf et il nous a pas. Je mets toujours un point d'honneur à ça. Ok. Et par rapport à ça, vous étiez avec Tierno, donc vous vous connaissez depuis longtemps. Ouais. Donc tu as toujours bossé avec lui ? Oui, on se connaît depuis la danse. Donc ça fait un bout de temps. Ça fait bientôt 20 ans. On a commencé par la danse, on avait des goûts similaires artistiques. Et puis quand j'ai commencé à écrire des trucs, quand j'étais étudiant, je lui ai soumis. On a fait quelques scènes comme ça, par-ci par-là. Après, j'ai longtemps arrêté. Mais même dès le départ, quand j'étais étudiant et que lui aussi était étudiant, on envisageait déjà de faire des choses à un moment.
Et au départ, est-ce que tu rentrais déjà dedans dans les thèmes que tu abordais Oui, oui. Où ça s'est développé Non, ça a tout de suite été comme ça. Parce que l'affiche de ton premier spectacle, alors je sais pas si c'est le premier, mais t'étais enchaîné ou un truc comme ça? Ouais, j'avais des... En fait, le spectacle que j'ai joué encore jusqu'à pas longtemps, c'est une évolution d'un premier spectacle qui s'appelait Tous complices. Et c'était un mec qui venait sur scène qui venait de s'évader, qui se réfugiait dans le théâtre. Ok, donc il y avait quand même ce concept-là déjà de... Voilà, et c'était en gros quelqu'un qui avait fait des fraudes fiscales ou un truc comme ça qui s'était échappé quoi, de la Ok, prison. donc il y avait déjà l'envie d'aller sur des trucs un peu... Un peu chiant, ouais. Ah, Non, mais ça ouais. vient de là. Ouais, c'est ce genre de sujet-là, ouais. Mais Ouais. il y a toujours eu, ouais, je me souviens, j'ai relu des carnets pendant le confinement. J'ai relu des carnets où j'écrivais des trucs, il y avait des blagues sur la taxe carbone. Donc, qui datait d'il y a 10 ans. Ouais, c'était en 2008, je crois, ou un truc comme ça. Où il y a... Et c'est pas un truc que t'as... C'était un truc que j'avais écrit quand j'étais étudiant. En fait, en cours, on avait appris qu'il y avait des taxes carbone avec Sur le droit de polluer. les droits à polluer. Ah, Exactement. mais t'as dû le faire au Mokiri une fois, donc plus tard, quoi. T'as dû recycler ta blague sur la taxe Peut-être, carbone. ouais, peut-être, ouais. ouais, mais ça date d'il y a pas longtemps. Et c'était déjà un truc qui m'avait perturbé. Et j'avais trouvé ça drôle. Et donc là, il y a le passage au Jamel qui explose. Ouais. Et après, ça a été la vidéo avec Marine, tu vois. Ouais, Ça a été un gros déclencheur. Ouais. Et ça, l'idée, tu te souviens de quand tu l'as eu? L'idée, elle vient d'une discussion que j'ai eue avec un pote qui s'appelle Francis Cutter, qui réalise des clips et qui avait déjà fait une vidéo pour un clip de Flint, je crois, qui est avec Orelsan, et où il a remplacé la tête des gars dans des films. Et je lui ai dit, ça serait marrant de faire ça avec un côté politique et tout. Et lui, il dit, vas-y, on essaye. Il n'était pas trop convaincu, mais après, en discutant, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait... Enfin, en discutant, il y avait cette émission de Karine Le Marchand qui était sortie, qui m'avait aussi beaucoup perturbé. Je me disais, mais c'est ouf qu'on en soit arrivé à la politique télé-réalité quasiment. Quoi. Ok, parce que moi, j'ai jamais vu la vraie émission. J'ai vu que moi, ta parodie. Je l'ai saigné, du coup. Tu m'étonnes. Et j'étais perturbé par ça, parce que je me souviens encore de 2002, de Jean-Marie Le Pen qui passe avec les manifs et tout. Et là, je vois Marine Le Pen qui est détendue dans son jardin. Dans son petit canapé. Et voilà, et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire... En fait, c'est parti aussi de l'idée où à un moment, elle dit... elle parle de jardinage et elle dit « Je deal des boutures avec un ami qui est complètement fou. » Et je me suis dit « Putain, faut vraiment faire quelque chose. » Et donc, je peux pas laisser passer ça. Quoi. Voilà, et donc voilà, on est parti là-dessus, quoi. Et t'as pas eu de retour de Marine sur cette vidéo? Non, rien. Mais je Non. pense que ça lui a servi, même. Ah ouais? Ouais, il y a des gens qui pensaient que c'était vrai et il l'a trouvé cool. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Ça, c'est... Non, mais il y a vraiment... Enfin, c'était... Enfin, je dis merde, s'il y a des racistes qui nous écoutent, on vous respecte totalement. Il y a des racistes respectables. Mais oui, il y a des gens qui pensaient que c'était vrai, ouais. Ok. Il y a beaucoup, hein. Ah ouais? Pas mal. Après, bon, de là, ils ont peut-être 13 ans, hein, oui. ceux qui mettent les commentaires sur YouTube. C'est peut-être des platistes, tes ouais. potes les platistes. Ouais, tout à fait. Et après, il y a par rapport à la liberté, il y a le passage chez Drucker. Oui. Donc là... Alors, le passage à l'émission de Drucker... Alors non, je parle au Zénith ou un truc comme ça. Voilà, ouais. Donc déjà... parce que là, t'es un peu... C'est pas vraiment chez Drucker, hein. C'est lui qui présente, mais c'est pas vraiment... Si, il a un grand salon, Michel, et donc il accueille 4000. Non, parce que les gens, ils disent, t'es passé chez Drucker, c'est lui, il présentait l'émission, ouais. Mais c'est pas lui qui... Ouais, mais on a l'impression que s'il présente, c'est chez lui, Michel. Ouais, j'ai l'impression... Je pense qu'il a un canapé rouge et que, tu vois, il y a déjà son chien.
Non, mais Il y a un canard à pelle rouge qui le suit en permanence. Dans sa cuisine, quand il se fait une tisane, il y a 100 personnes qui applaudissent. Mais oui, c'est le quotidien de Michel. Ça. Mais du coup, parce que là, à ce moment-là, t'avais pas encore une grosse notoriété. T'es invité sur une émission et tu fais un sketch un peu rentre-dedans. Enfin. Ouais, le même que Jamel Comedy Club, hein, quasiment. Oui, hein. effectivement, oui, c'était le même. Et là, tu te rends compte que t'es coupé. Oui, alors, en fait, je suis coupé au-delà de ce qui avait été décidé d'être coupé. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, je donne mon texte, on me dit ça va être trop long. Je dis ok, c'est pas grave si vous coupez ça. Ok. Donc il y avait des prérequis de possibilité de coupage. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Vous avez des contraintes de temps. Ouais, que je peux comprendre. Vous pouvez couper cette partie-là du texte, il n'y a pas de problème. Sauf que je vois mon passage et je vois des coupes au milieu des vannes. Et les vannes, elles sont pas finies de développer. Et donc, ils mettent que les vannes, peut-être que c'est que les vannes qui leur plaisaient ou les vannes qui pensaient qui allaient plaire, parce que souvent, ils préjugent de ce qui va plaire au public. Et donc ils coupent en pensant que c'est les vannes qui marchent le mieux. Je sais pas pourquoi. T'as pas eu de retour de leur part parce que non. Du coup après là tu fais la vidéo et juste psychologiquement quand tu décides de faire la vidéo qui explique que t'as été coupé, sachant que t'étais pas installé, tu vois, est-ce que t'as pas un peu chaud en la faisant? Ah non, pas du tout. Non. Rien à foutre. Ouais. Je me dis, si je dois plus jamais passer à la télé, tant pis. Ah, rien à foutre. Mais j'ai jamais... Ça m'a tellement énervé que je me suis dit, eh ben, fuck, je ferais ça à la télé. Je me suis dit, je serais plus jamais invité à la télé, tant pis. Et parce que du coup, t'étais chez Ardisson à ce moment-là ou pas? Non. Non, t'étais déjà barré de chez Tiki? Non, j'étais pas encore chez Ardisson. Ah non, c'est venu après ça? Ouais, c'est venu après, ouais. Ok. Ouais, je me suis dit, vraiment, je ferais ça, c'est pas un problème. Surtout que avant ça, il y a la vidéo de Jamel Comedy Club sur YouTube qui fait que la salle se remplit. Ouais. Il y a la vidéo Marine Le Pen qui fait que la salle se remplit. L'émission Les 100 plus grands humoristes du monde où je passe à 23h et plus personne ne regarde et on me coupe. Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Ok. Donc, et en plus, je me suis dit, il y a autant de... C'est plus pareil qu'avant hein, à la télé. Il y a beaucoup de chaînes maintenant... et puis il y a d'autres médias à côté. Si t'étais wanted à la télé, tu disparaissais, tu remplissais pas tes salles. Maintenant, il y a combien de prods qui ont envie de récupérer ceux qui sont pas avec cette prod là, machin. Non, ça m'a pas fait peur du tout. Et ce qui me désole, c'est que les humoristes aient pas moins peur de tout ça, parce qu'il faut pas quoi. Mais et tu te dis pas, alors à l'inverse, tu te dis pas. Je vais faire un beau coup de com'. Je sais pas trop où je mets les pieds. Tu peux te dire, finalement, ce truc-là, ça va plus me servir parce que je vais paraître poil à gratter que... Peut-être. Non, d'abord, je me dis ça parce que je suis énervé. Franchement, je fais ça parce que ça m'énerve et que j'ai envie d'expliquer mon sketch. Et j'ai envie de dire, ça me saoule qu'on coupe les humoristes. Alors qu'on n'est pas autorisé à couper un extrait de film. C'est-à-dire que si une prod de film, elle met un extrait de film à la télé, ils n'ont pas le droit de couper l'extrait. Okay. Pourquoi alors nous, on a le droit d'être coupé comme si, je sais pas, on est juste des saltimbanques, on est juste des divertisseurs, quoi. Saltimbanque n'est pas un gros mot. Non, mais si tu veux... Il y a le côté... non, mais oui, il y a le petit geste de la main, effectivement. Voilà. Là, ils sont là pour... Ça va, vous, d'habitude, vous jouez dans les bars, quoi, tu vois. Saltimbanque, c'est un beau mot quand t'es dans la rue, mais c'est un mot péjoratif quand t'es dans la haute société, tu vois. Ouais. Mais... Voilà, donc ça m'agace qu'on coupe l'œuvre comme ça. Moi, j'ai un propos qui est développé sur un temps. Et le problème, en fait, ce qui me saoule vraiment dans cette histoire-là, c'est que j'ai des commentaires de gens qui disent « Ah ouais, bah, c'est toujours le truc sur le... » Enfin, genre, c'est toujours les Français qui prennent, je sais pas quoi, tu vois. Sauf que justement, ils ont coupé les vannes dans lesquelles je vanne les juifs, les musulmans, les noirs, etc. Tu vois. Ils ont enlevé ça. Ils ont fait un truc édulcoré où je vanne que les Français, en fait. Enfin, ou que je vanne que les blancs, quoi.
Et ça m'agace, ça m'énerve, et donc je fais cette vidéo avant tout par énervement. Et après, en fait, ça part parce que je me rends compte que personne ne le dit, mais que tous les humoristes sont coupés. Absolument. Je pense que 95% des humoristes qui passent dans des émissions comme ça, on rabote leur sketch, quoi. Sur des trucs qui n'ont pas été définis en amont, quoi. Non. Ouais. Non, on va te dire que c'est une question de timing, mais c'est une question de timing en vrai. Oui, bah de toute façon, c'est Mais le problème, c'est aussi, ça le l'humour. pire. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas de la censure. C'est qu'en fait, c'est comme si tu t'écris un livre, on arrache les pages parce qu'on se dit il y a trop de pages. Tu vois, tu te dis mais t'arraches quelle page? Moi j'ai envie de savoir quelle page t'arraches. Mais qui est Valentine? On en avait pas parlé. Ça serait marrant ça. Ok, et t'as pas eu de nouvelles de Michel? Si, après je suis passé chez Philippe un dimanche. Ok, donc il a pas. Enfin, Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, Ouais. c'est pas lié. Lui, il présente l'émission. Ouais, non, Et- mais après, et je c'est- dis de Michel parce qu'effectivement, c'était le présentateur, mais genre, il n'y a pas. Il y a pas la. Il y a eu zéro retour de la prod qui t'a dit, ouais, t'es. La prod, c'est pas Michel. Non, mais- alors, pas Michel, De mais- la prod, non. Enfin, moi, j'avais mon prod qui était intermédiaire. Genre, je les ai pas eu en direct. Ouais, Je sais d'accord. pas ce que mon prod leur a dit ou quoi, mais voilà, ils ont pas parlé. Eux. Ok. Ils auraient dû répondre s'ils savaient ce qu'ils faisaient et tout, mais voilà. Je leur ai, je leur ai pas dit vous m'avez censuré. Hein. Non, t'as juste. Même aux journalistes, je disais le problème c'est qu'il y a des coupes. Et le problème c'est qu'une œuvre, si tu la coupes, faut que je le dise. Faut que je dise qu'il y a eu des coupes. Et j'ai fait cette vidéo pour expliquer aux gens voilà ce qui manquait. Parce que à la base donner mon passage il est l'explication. équilibré. Ouais. Et j'essaie de vanner un peu tout le monde. Et alors, tu disais que justement, il n'y avait pas le contrepoint, c'est-à-dire qu'il n'y avait que la vanne sur les blancs. Et ça, c'est un truc. Tu fais très attention à ça. Quand tu vannes une communauté, un métier, un machin, tu fais toujours très attention à avoir ce contrepoint. Ouais, parce que j'aime pas l'idée que dans le public il y ait quelqu'un qui valide et qui dise ah ouais, tu vois, j'avais raison. Qu'il ait l'impression que je sois d'accord avec lui. En fait, je veux défendre tout le monde ou taper sur tout le monde et ce qui m'intéresse vraiment c'est de ramener à l'humain, à ramener à l'individu les problèmes qu'on a quoi, ramener cesser de prendre le cliché comme un truc général et essayer de le montrer comme quelque chose qui est colporté par des gens en particulier. Il y a des gens qui colportent leurs clichés, mais on croit qu'ils parlent au nom de toute la communauté, alors que ce sont juste des gens qui colportent ce cliché-là, et il y en a d'autres qui le colportent pas du tout. Ok. Donc oui, il faut que j'équilibre à chaque fois pour montrer qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre différents groupes qu'on ne le pense. Un raciste de tel truc peut être un raciste de. Enfin, en gros, oui, qu'on peut être raciste de différentes manières Ouais. et que Ouais, ça, carrément. finalement, ça touche tout le monde. Ouais, et puis Ça il y a l'idée. des gens qu'on peut croire racistes, en fait, ils le sont pas. Et il y a des gens qu'on croit pas du tout racistes, en fait, ils le sont. Ce qui est trop... T'as vu le truc du député européen qui s'est fait pécho dans une partouze? Le hongrois, ouais. Ça, c'est génial. C'est complètement dingue. Ouais. Et bah, Donc, qui était, en gros, qui est un ministre du président hongrois qui est hyper Anti-gay. anti-gay ouais. et un peu dictatorial. Enfin, bon. Ouais. et- Extrême droite, quoi. Ouais. Et il se fait prendre dans une partouze avec des mecs. Et ils étaient 20-25, tu Ouais, vois. ouais, c'était... C'était pas petit comité, c'était 6 à Noël, C'était tout ça. la sélection de l'équipe de France. Avec les deux équipes. Avec les remplaçants. Ouais, exactement. Donc, ouais. Et c'est ça qui est marrant. Moi, c'est ça qui me fait marrer. C'est qu'en fait, tu crois... on sait jamais qui est vraiment... qui sont vraiment les gens, quoi. Mais Donc c'est installer le doute, c'est ça qui est marrant et c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer, c'est parce que je veux mettre du doute sur tout le monde, chacun ses travers et en même temps
tout le monde a quasiment les mêmes. Et ça, par exemple, quand tu écris un truc, tu le fais lire à Tierno ou pas du tout? Non, je le fais pas lire. Non. Je le joue direct dans des lieux. Dans des scènes ouvertes, des plateaux, des on se machins. croise et je lui envoie les audios une fois que j'ai l'impression que le passage est assez équilibré. Ok. Et après, avec Tierno, on affine. Ouais, d'accord. Ouais. Donc il est quand même, il est pas au tout premier jet, mais il est au deuxième Non. repassage une fois que c'est un peu calé chez toi. Ouais, parce que le tout premier jet, je suis pas encore, j'ai pas encore assez bien développé l'idée pour la présenter à une critique. Ok. Et dans les sujets que tu choisis, il y a des fois où tu t'es dit je voudrais aller là-dessus, mais soit ce que j'ai écrit est pas assez bon, donc j'y vais pas pour le moment. Ou quand est-ce que tu te dis je vais sur un sujet touchy, mais Quand j'ai un bel angle, quand j'arrive à trouver l'angle précis qui est nouveau, que j'ai pas encore entendu. Et qui est pertinent pour apporter quelque chose, pour apporter de nouvelles idées. Mais si j'ai déjà entendu les idées, si j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien que j'en parle. Et par exemple, là, il y a un sujet que tu aimerais traiter qui est un peu rentre dedans et tu n'as pas réussi à trouver l'angle? Il y en a un où je suis pas encore satisfait, mais je suis en train de le travailler. Mais c'est parce qu'en plus c'est pas mon style, mais c'est les films X amateurs. J'ai vu un docu sur Netflix qui s'appelle Hot Girls Wanted, qui parle du porno amateur et j'étais ça m'a choqué à quel point ce n'est pas traité dans les questions de harcèlement sexuel. Alors là, il y a justement, tu parles de ça, hier ou avant-hier, il y a Pornhub qui a enlevé des millions de vidéos de ces plateformes. J'ai vu un article dans Le Monde, c'est pour vous dire que j'étais pas sur le site. Non mais en gros, t'as le droit de lire Le Monde si tu veux, hein, personne te juge. Mais en gros, ouais, ils ont été en gros, tous les comptes non certifiés, ils ont été obligés de virer par rapport au fait d'avoir balancé des images où potentiellement il y aurait soit des amateurs mais qui n'avaient pas donné leur aval, sans mauvais jeu de mots, ou soit des mineurs, tu vois. Et donc... c'est chaud. Non mais c'est chaud. Enfin, franchement, tu vois ce docu, tu te dis mais oh là là, t'es... Avec le harcèlement sexuel, on est dans un truc je veux dire, le harcèlement de rue ou le harcèlement au travail. Quand tu regardes ce docu, tu te dis mais c'est là qu'ils ont l'inspiration, les gars. Quand tu regardes les commentaires MeToo et quand tu regardes ce docu, tu te dis mais en fait les gars ils sont biberonnés à ça et ils croient que ça va s'appliquer dans la vie, quoi. Ouais. Ils se comportent. Ouais. Comme ce qu'il y a à l'écran, quoi. Et c'est ouf. C'est-à-dire s'ils vont visiter un appartement, tu vois des filles qui acceptent. En même temps, tu te dis mais elles acceptent, mais en même temps elles sentent bien qu'il y a un truc qui est louche et qui va pas. Et oui, parce qu'effectivement, c'est l'acceptation, c'est peut-être aussi parce qu'il y a de la pression externe. Et puis elles sont jeunes et tout. Enfin, il y a un truc. Bon, ils disent dans le docu que le mot le plus tapé sur les sites porno, c'est adolescente. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Okay. Ouais, non, mais il très bel truc. Donc j'avais envie d'en parler, mais en même temps. Je sens quand je le fais qu'il y a quelque chose. La salle se désolidarise un peu de moi. J'ai testé. Mais je suis pas encore. Passé le pas de l'avoir écrit. Tu l'as testé en. Ouais. Okay. Mais je suis pas satisfait. Ouais. Ok. Je suis pas satisfait. Et mais du coup, ça c'est un sujet. Quand c'est comme ça, tu mets de côté et tu le réouvres. Tu réouvres le dossier. Quand c'est comme ça m'énerve. Ouais. faut que je le. Tu le détricotes. Non, faut que je
faut que je le fasse progresser, faut que je trouve des angles pour réussir à l'amener, pour réussir à prendre les gens par la main pour que ce soit pas qu'ils aient pas ce mouvement de recul quand on en parle. Mais non, c'est quelque chose qui est qui m'agace profondément de pas réussir à aller au bout de mon raisonnement. Et là, tu peux passer combien de temps là sur, Ah, mais moi, il y a des sketchs sur lesquels j'ai passé 6 mois sur 5 minutes. 6 mois, c'est-à-dire que tous les matins, t'arrives... Non, pas tous les matins, mais régulièrement en scène, je le teste. Et je réécris le lendemain. Mais donc, c'est les fois où j'ai des tests que je peux le faire progresser. Mais c'est pas tous les matins, mais ça, parfois il y a des moments pendant longtemps où je le lâche et puis je me le refais et puis je retrouve un nœud que j'arrive à défaire et voilà. Et là, ça libère des trucs. Il y a des passages que tu peux écrire en une semaine et d'autres où il faut des mois. Ok. Et alors, est-ce qu'elle te saoule la question peut-on rire de tout? Ouais, elle me saoule grave. Parce que moi, j'en peux plus. Hein, de cette non, ouais, question. j'en parle dans le spectacle. Dans le nouveau? Dans le nouveau, okay. Ouais. En fait, le rire. Maintenant, je réponds ça. Maintenant, je réponds le rire, c'est une émotion et personne ne peut vraiment maîtriser ses émotions. Donc, on pose pas la question est-ce qu'on peut pleurer de tout? Est-ce qu'il y a des choses avant, on avait tendance à dire tu peux pas pleurer de ça. T'es un mec, tu peux pas pleurer de ça. Mais tu choisis pas de pleurer d'un truc ou d'un truc qui te rend triste. Toi, ça va pas me rendre triste, moi. Et ben c'est un peu pareil pour le rire. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que un enfant qui est bouc émissaire dans une cour d'école et tout le monde s'en moque, ça pose problème à tout le monde. Donc, il y a une limite entre rire de sujets et rire des personnes. Et se moquer des personnes. Et il y a un moment où se moquer d'une personne qui est sans défense, tout le monde sait que c'est quelque chose qui moralement est pas juste, et même légalement c'est pas juste. Donc la question c'est est-ce qu'on a le droit de se moquer de tout le monde dans n'importe quelle limite? Est-ce que j'ai le droit d'insulter quelqu'un sous prétexte que je rigole? Et c'est là qu'elle n'est pas traitée en fait. Et donc quand on parle de rire de tout, c'est pas on peut aborder n'importe quel sujet. Oui, parce qu'on est d'accord que si c'est bien fait, oui, on peut y aller quoi. Mais c'est surtout tu peux rire de n'importe quel sujet. C'est pas un problème. Maintenant, si tu ris d'une personne en la ridiculisant et en l'abaissant pour te mettre toi en valeur, là on est sur un problème quand même. Donc je suppose que qu'est-ce que ça veut dire tout quoi, tu vois? Et dans le spectacle, moi je dis on peut rire de tout, mais personne n'a jamais réussi. L'univers étant infini, on n'a pas fait le tour de toutes les planètes, toutes les blagues. Donc ça se trouve il y a des blagues, c'est impossible de rire, tu vois. Mais donc cette question, ouais, c'est chiant parce que quand on en parle, tu sais très bien que derrière cette question, il y a alors est-ce qu'on peut rire de la Shoah? Alors est-ce qu'on peut rire des musulmans? Mais la question c'est pas ça, c'est est-ce que tu as le droit de mépriser quelqu'un au nom du rire? Et dans ce cas-là, c'est pas question de Shoah ou musulman ou quoi, c'est question de pourquoi tu tailles le gars au premier rang parce qu'il est petit. Ouais. Est-ce que ça, tu as le droit de le faire? Si lui, ça le complexe, si lui, ça le met mal, si lui, c'est son date, c'est qu'il se fait ridiculiser, il se fait défoncer, alors que, je sais pas... on a aidé à tellement de dates aussi dans l'histoire du stand-up, parce que les gens ramènent pour pécho à chaque fois. Mais moi, il y a des moments où j'ai de la peine pour certaines personnes. Non, mais moi, je suis d'accord, et en fait, faire ça. Il y a des gens qui font des blagues, et sous prétexte que c'est des blagues, ils disent, bah non, c'est une blague, j'ai le droit de mépriser ces gens-là. Et je suis pas d'accord, parce que c'est pas parce que je dis connard, mais je rigole, hein, t'inquiète, hein, mais t'es un connard quand même. Enfin, je rigole. Et à un moment, t'as envie de dire... Sachant que le mec qui dit je rigole à la fin d'une blague, c'est qu'il y avait du vrai et qu'il s'excuse. Tu peux vraiment harceler quelqu'un en disant je rigole. Ouais. En entreprise, tu vois, le mec qui te fait la blague tous les jours, la même blague pour te faire des allusions, il dit ça va, on peut plus rigoler, on peut plus rire de tout apparemment. Non, parce que on sait très bien quelle est l'intention derrière. Donc
Voilà, mais les gens sentent en général, on sent où est-ce qu'elle est la limite. Et après, tu maîtrises pas. Le rire, c'est une émotion. Parce que moi, cette question, elle me saoule un petit peu, tu vois. Et il y a un autre truc qui me saoule par rapport à ça, c'est qu'on nous ramène toujours des proches et Coluche, tu vois. Et le pauvre des proches. Mais moi, je me dis, mais laissez-les tranquilles, tu vois. Ouais, mais surtout qu'en plus, j'avais lu un truc qui avait un article avec les enfants de des proches, je crois, qui disait, en vrai, il a pas dit ça comme ça. Oui, il a dit, pas exactement c'est ça. juste, j'ai pas envie de rire à côté de certaines personnes. Ça me fait pas marrer d'être à côté de certaines personnes. Donc en gros, t'es à côté d'un connard, t'as pas envie d'avoir cette complicité, cette connivence, et donc de regarder les bronzés, et tu vois, et de rire avec lui des bronzés. Tu vois, c'est ça qui fait chier. Mais c'est pas du tout, j'ai pas le droit de faire des blagues en présence de certaines personnes. Mais oui, c'est très embêtant et mais parce que moi, surtout que moi, quand tout le monde rebalance ça, tu vois, à chaque fois, c'est comme si depuis eux c'était figé et qu'il se passait rien, tu vois. Et puis peut-être que tu vois, Coluche, il serait, enfin tu vois. Non mais c'est un peu le côté l'héritage mai 68. Nous on mettait pas les ceintures à l'arrière. Et nous on s'en foutait. On savait vivre à l'époque. Attends, oui. À la maternité j'ai fumé à la descente. Tu vois, t'es pas mort. Malheur. T'es con mais t'es pas mort. Mais non, mais c'est ça. Il y a ce côté générationnel de la génération qui nous précède, qui nous dit que eux ils étaient plus libres. Et puis c'était un peu, il y a un fond de c'était mieux avant aussi, quoi. Ouais, mais en fait. Oui, il y a un fond de c'était mieux avant, bien sûr. Mais je pense que les problématiques ont changé et maintenant les sujets aussi ont changé. Et puis voilà. Enfin, en même temps, tu pourrais plus faire un sketch de Michel Leb aujourd'hui. Et quelque part, tu te dis un peu tant mieux quand même. Mais oui, mais c'est exactement ça où je pensais à cet exemple-là. De toute façon, on a tous cet exemple-là. Moi, par exemple, je trouve ça intéressant quand il y a des gens qui parlent sur la cause noire. Et, enfin, la cause, c'est beaucoup dire, mais ils abordent le thème, tu vois. Ouais. Et alors que lui, c'était juste du foutage de gueule, tu vois. Ouais, c'est ça. Et effectivement, heureusement qu'on n'en est plus là, tu vois. C'est ce que je te dis juste avant, c'est qu'il parle pas d'un sujet. Ouais. Il se moque de personne. Il se moque de gens il y a un mépris j'ai plus le mot. Mais bref, il parle pas de la cause, ouais, en effet. Donc toute la question est là. C'est Ricky Gervais aussi qui a cette réflexion. Est-ce que tu te moques du sujet ou est-ce que tu te moques des personnes ? Parler du viol sur scène, ça veut pas dire se moquer des victimes de viol. Ça veut dire parler du viol sur scène. Si c'est bien fait. Si c'est bien fait, voilà. Mais si tu dis les victimes, c'est toutes des menteuses. Oui, il y a un moment, non. Elles avaient la jupe un peu courte. Ouais, voilà. Tu vois, mais tu sais très bien que ça va pas passer, mais c'est normal. Et il y a un truc qui est assez... qui est marrant, c'est que du coup, tu t'es construit un personnage quand même, et qui, avec le côté gendre idéal, et en fait, pour moi, c'est comme comme si tu avais une perruque, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu as un personnage, et ça, la construction de ce personnage, elle est hyper importante. Je pense que c'est un peu comme les chanteurs, ils ont aussi un personnage sur scène qui est, selon la musique qu'ils font, selon ce qu'ils disent, ils incarnent quelqu'un et parfois tu les vois dans la vie, tu fais pas du tout. Attends. Mais pas du tout. Et j'avais vu Bernard Lavillier comme ça et enfin, tu sais, il a des répétos, des machins, tu sais, et tu es là, mais attends, mais enfin, après bon, il a le droit d'aimer les bonnes chaussures, tu vois, mais c'est juste que tu peux pas. Non, mais bien sûr. Non, mais si tu veux, donc on est. En fait, je pense qu'on extrapole ce qu'on est un peu. Oui. Une partie de nous, on l'extrapole sur scène et on la rend spectaculaire. On rend une partie de nous spectaculaire, mais c'est pas tout nous. C'est pas tout. Il y a d'autres moments où. Moi, parfois, je suis pas en veste. Non, mais.
voilà, c'est un côté de moi, école de commerce, machin, qui est travaillé dans les entreprises, machin, que j'ai mis sur scène, quoi. Et par rapport à ça, parce que du coup, il y a le côté gendre idéal. Et en fait, je me disais, tu vois, en stand-upper, je te verrais bien comme genre un agent secret propre sur lui, mais tu vois, genre anglais. Genre Kingsman Secret, je sais pas si t'as vu le film. Non. Mais en gros, c'est propre sur lui, tu vois, toujours bien coiffé, impeccable. Et je me demandais, des fois, t'aurais pas envie d'être un Rambo, tu vois, de défourailler et de mettre une autre énergie. Si, et c'est le thème du prochain spectacle. Ok. C'est ouf parce que il s'appelle Seul, le prochain spectacle avec un S, et je parle d'une autre personne en moi avec qui j'écris et dont j'assume pas les idées. Ok. Tu vois, je savais même pas. Si, bien sûr, ça donne envie. En fait, ça part de ce constat que les artistes que j'aime, souvent, ce sont des écorchés vifs. C'est des gens qui meurent tôt, et qui prennent beaucoup de drogue. Genre qui ? Bah, tu vois, Gainsbourg, Amy Winehouse, je sais pas. Je sais qu'il y a Renaud, mais il est pas mort. Non, non, il y a Renaud, il y a. Enfin, c'est même Michael Jackson. Bon, il y en a qui vont dire mais tu peux pas écouter Michael. Mais j'ai aimé longtemps Michael Jackson et j'aime toujours. Je trouve que c'est un génie. Dans tout ce qu'il a. Oui, mais c'est que, enfin, je veux dire, Rousseau a abandonné 6 gamins et pourtant on continue à lire le livre, tu vois. Oui, c'est sûr, mais si tu veux, ce sont des génies qui sont complètement torturés, dingues, tu vois. Et donc il y a la question dans le spectacle aussi de la séparation de l'œuvre de l'artiste, quoi. Ouais. Mais et c'est ce que je ne suis pas du tout. Je suis pas du tout torturé. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment aux antipodes, vraiment. Mais j'admire beaucoup ces espèces de gens qui écrivent avec leur tripes, qui sont... Tu vois, je regardais un documentaire sur les Rolling Stones, mais pas du tout. Mais les mecs, ils te passent de la drogue à l'aéroport et tout. Mais bon, gars, j'ai lu cet été, l'autobiographie de Keith Richards, 700 pages. Moi, j'y connais rien en rock, tu vois. Donc, si tu veux, il y avait du name dropping et des gens que je connaissais pas. Mais je t'ai avalé ça parce que c'est hallucinant, quoi. C'est ouf. C'est hallucinant. Ouf. Et c'est ce que je ne suis pas du tout et que j'ai pas du tout envie d'être. Mais j'ai des espèces de moments où quand je les vois, je fais ça doit être tellement bon. C'est ouf de lâcher prise. Ils ont vécu 200%, 300% leur vie, quoi. Ouais, le gars il peut pas dire j'y suis allé avec la Mimol. Non, là j'ai tout donné, quoi. Ouais, c'est tout ou rien, et ça fait des vies de ouf. Bon. Et puis il y en a qui tu vois, Amy Winehouse, tu la vois sur scène, c'est à la fois t'es subjugué, à la fois tu peux te dire mais quelle défaite, c'est tout ou rien, quoi. Et ce sont des gens, et donc ça pose la question de la séparation de l'œuvre de l'artiste, mais en même temps tu te dis, est-ce que les artistes est-ce qu'ils auraient pu créer ça s'ils n'étaient pas totalement torturés ? Bah moi je pense que non. Et à tel point que quand je les vois, je me dis mais moi je suis pas un artiste. mais oui. Je suis un fonctionnaire du rire. Après, mais je suis d'accord avec toi. Mais après il y a aussi l'image d'Épinal, tu vois. Enfin, moi je sais que je suis fan de Renaud, j'adore Bukowski et donc Bukowski. J'ai l'impression que en fait si je termine pas sans savoir où je dois rentrer, enfin en ayant vomi tout ce que j'ai, en ayant des bouts de papier dans mon truc, et ben je suis pas un artiste, tiens, mais c'est une image qu'on se fait aussi. Mais quand bien même, je me considère pas comme un artiste. Moi, pourtant, t'as parlé d'œuvres tout à l'heure. Oui, mais j'ai l'impression que les humoristes, on est plus des artisans, parce qu'on a quand même une obligation de faire rire, donc une obligation d'efficacité. On peut pas partir dans n'importe quelle direction comme on veut. Moi, le terme artisan, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en plus, tu façonnes ton travail et tes blagues, quoi. Oui. Donc tu les polis. T'as quand même, tu pourras pas. Enfin,
sur le dernier spectacle, j'essaie de partir un peu plus loin dans les sujets en allant dans la philo, en touchant un peu la philo et tout. C'est très dur. On va y venir. C'est très dur d'enchaîner avec du rire. Et donc, je me rends compte que le rire nous cantonne à un statut qui fait qu'on ne peut pas aller pleinement dans l'œuvre. Oui, dans l'œuvre artistique. Oui, on peut pas aller dans n'importe quelle direction. Bah après, ça dépend, parce que du coup, c'est peut-être... on va parler des rackettes tout à l'heure, mais c'est peut-être du coup... Ces trucs-là, tu vas sur un autre support si tu as vraiment cette envie de le dire. Mais après, oui, parce que sinon, ça se transforme en conférence et du coup, les gens sont plus venus pour ça. Tu vois. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien le terme artisan parce que l'artisan, il a un devoir que son œuvre soit fonctionnelle à un moment. Il y a un artisan qui fait un escalier, il faut que son escalier, tu puisses l'utiliser. Un artiste qui fait un escalier, il peut le mettre dans un musée et personne ne montera jamais dessus. Tu vois. Non mais ça je vois très bien le truc. Et en revanche par rapport au lâcher prise, du coup cette envie là c'est parce que tu avais cette envie là où tu dis que tu es avec ton double et donc tu te permets, j'imagine, de t'énerver un peu plus. Moi je t'avais vu au Galia Comédie, ouais. Et du coup je t'avais j'avais fait quoi là-bas? Bah je sais plus, mais des trucs t'avais testé de la nouveauté, tu vois, et qui doivent être dans ton nouveau spectacle. Et moi je t'avais dit j'ai été content que tu t'énerves. Ouais, il y a ça, il y a le... Moi ça me faisait plaisir de te voir un peu énervé, tu vois. Mais il y a le fait, il y a le fait de mettre un peu plus d'émotion dans le propos. Ouais. Et ça vient d'où cette envie? C'est parce que de proposer autre chose ou parce que ça te plaît? C'est de proposer autre chose, et puis il y a le fait parfois de réagir à certains sujets de façon un peu plus vindicative qu'avec juste de la réflexion. Et puis plus corporel et plus... Ouais, c'est ça, un peu plus incarné. Mais c'est aussi... c'est ce que je faisais avant. Hein. Oui. C'est ce que je me suis construit ce personnage aussi parce que le premier spectacle s'y prêtait, mais je pense que selon le spectacle, il faut que tu adaptes aussi, il faut que tu proposes autre chose. Ouais, faut changer aussi, il faut pas rester figé dans un truc parce que tu deviens vite ringard. Tu deviens vite la parodie de toi-même, quoi. Et moi, je pense que c'est un des métiers les plus compliqués pour durer. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas être archi présent pour durer, et en tout cas pour se renouveler. Je trouve que humoriste c'est assez compliqué, et notamment dans les chroniques, tu vois. Moi tu vois, mais les chroniques, ouais. Par exemple, j'adore François Morel, tu vois. Mais j'ai arrêté d'écouter ses chroniques, tu vois. Et même s'il arrive à proposer des trucs très différents, j'avais plus le même plaisir qu'à un moment. C'est un vrai sujet, les chroniques, pour les humoristes. Toi, ça te... J'y arrive pas, moi. Ça te plaît pas? Moi, j'y arrive pas. Ouais. Ouais, je sais pas, au bout de la troisième, j'ai l'impression de faire parce que si on te donnait si on te donnait un canevas, pas un canevas, mais en gros un cadre, est-ce que ça t'aiderait pas? Tu vois, genre un concept. Si, peut-être, mais ce serait un temps assez court et avec une fin, quoi. J'aurais pas. À la fois, je suis impressionné par les chroniqueurs, et à la fois, je me dis, est-ce qu'ils s'ennuient pas au bout d'un moment moi, j'ai venir le matin avec ta feuille, et tu viens lire ta feuille pour 2 minutes et tu te barres. Après, il y a quand même pire comme truc, tu vois, c'est assez cool. Dur, et puis, quand même. Et puis il y en a, c'est quotidien. Après, quotidien, c'est encore c'est un sport, ouais. D'en faire tous les jours, c'est encore autre chose. Mais moi, j'en ai parlé il y a peu de temps avec Marina Rollman, et je savais pas qu'elle était plus à France Inter une fois par semaine. Ouais. Et elle me disait, c'est juste que j'ai fait sur la radio suisse, puis France Inter. Ça fait 7 ans que je fais des chroniques, et elle en avait marre, tu vois. Et ça, je peux totalement comprendre. Quoi. Ouais. Ouais, moi j'en ai eu marre au bout de la troisième. Parce que t'avais fait ça chez qui? J'avais fait un remplacement sur France Inter pendant une semaine. Et j'avais fait aussi chez Ardisson. Ouais. En hebdomadaire. Ouais.
Ok. Et ça me bouffait l'esprit et le temps d'écriture. Ouais, tu pensais qu'à ça. Ouais. Ok. Et parce qu'on va pas trop tarder à terminer, j'avais 2 trucs à te demander, enfin 3. Allez. C'est par rapport à... Tu dis rien sur ta vie perso. Ouais. Et donc, ça, par rapport à la liberté d'écriture, c'est une contrainte ou des fois ça te bloque ou des fois c'est... Enfin, du coup, c'est plus facile et t'es plus générique et t'es moins dans l'anecdote. Non, Comment en fait, tu... j'arrive pas à trouver de blagues sur moi. En fait... Je te fous pas de ma gueule. Non, je te Non, jure. mais- Non, mais en fait, il y en a que je raconte. Il y a des anecdotes que je raconte. Qu'est-ce que j'ai raconté comme anecdote? Je sais pas. Enfin, il y a des trucs qui m'inspirent un début d'histoire et Oui. après je l'extrapole et je raconte n'importe quoi. Ouais. Je prends des trucs auxquels je pense quand je vois quelqu'un dans un train qui fait un truc. Tu sais, c'est pas vraiment du perso, Oui, mais non, mais parce que partir de moi pour faire des blagues, je n'arrive pas à trouver les angles marrants pour parler de l'intime. Mais alors, si tu trouvais les angles marrants, est-ce que tu irais quand même là-dessus? Parce que moi, j'ai l'impression que la protection, en gros, que tu veux sur ta vie privée, je pense qu'elle est plus forte que ça, en fait. Je pense que même ça il y a une t'attirerait forme pas. de pudeur et il y a une forme de... j'ai l'impression que je vais emmerder tout le monde à parler de mes histoires. Mhm. Mais pourtant, quand il y en a qui le font, j'aime bien. Tu Ouais. vois, Ouais. T'es pas anti ça. Non, je suis pas et anti ça, mais j'ai tu l'impression dénigres pas ce truc-là. mais si tu veux, j'ai une overdose d'impudeur. Je trouve que je prends une overdose d'impudeur avec les réseaux sociaux et avec les autobiographies, avec des gens qui ont 35 ans qui font des autobiographies. Non, parce que celle de Keith Richards, elle vaut le Non, coup. mais là, ouais, tu vois, non, mais il y en a, ils ont rien vécu, ils font des autobiographies. Tu vois, ils ont présenté la même émission toute leur vie, ils font une autobiographie, tu vois. Et Mais du coup, moi, t'as si pas tu envie veux, de si proposer aujourd'hui tu ça. me dis est-ce que tu as envie d'écrire une autobiographie, je te dis mais j'ai rien à dire. Mais je te jure alors, que ça, moi, je suis pas du tout d'accord parce que t'as quand même, enfin, je veux dire, rien d'intéressant. mais le chemin pour arriver. Mais oui, mais ça prend 3 pages. Tu vois, ça a une dizaine tu de peux pages. avoir là, une vie, une vision de ce qui t'est arrivé qui est intéressante et un peu rentre dedans, pince sans rire, mais ou machin, au final, les anecdotes, ça, tu me parles de la pensée, tu me parles d'avoir des idées sur ce que j'ai fait. Donc ça, je peux en parler. Ouais. Mais les anecdotes, au final, il y en a pas énormément. Moi, quand je vais en tournée, le soir, je dîne, je prends une verveine et je vais me coucher. Tu vois, mais c'est comme mon kiff, c'est d'écrire et d'avoir ma tasse de thé, mon ordi et du silence. Et ça, c'est mon quotidien. Et petite parenthèse, t'écris vraiment plusieurs heures par jour? Pas tout le temps. Non. Il y a des moments où il faut vraiment que je fasse rien et que je pense à ce que je vais écrire pendant. Donc tu fais pas rien, tu penses à ce que tu vas non, mais par écrire. contre, j'y pense tout le temps. Ouais. J'y pense tout le temps. Ouais. C'est constant. Je suis toujours en train de penser à des projets, des trucs, des choses qu'il faut, enfin des nœuds de vannes à résoudre ou des trucs comme ça. Mais parfois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Parfois, une vanne, ça peut me prendre une semaine, même plus. Mais c'est parmi d'autres trucs. Ouais. Mais c'est pas constamment. Tu fais pas du 8h 18h sur cette vanne-là pendant la semaine. Non. Et je crois que j'en avais parlé avec un écrivain. Je crois que le temps d'oisiveté est compté comme le temps de travail. Hein, oui. pour l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut aller marcher pour penser à ton écrit, c'est travailler. Mais passer 2h, 3h, c'est mort. Je peux plus rien produire. Ouais, ok. Mais parce que effectivement, moi je sais que on a ce truc-là de vélo. Moi je sais que à vélo ou même en conduisant la bagnole, là j'ai acheté mon van là et du coup j'ai un dictaphone à côté parce que c'est un moment où tu as ton esprit juste il part et donc c'est là où tu poses des trucs. Tu vois. Après tu verras ce que t'en feras. Ça. Mais ça c'est un moment de travail. Mais après c'est 2h, 3h d'écriture. Si je dois travailler l'après-midi, c'est plus de la relecture ou de la correction ou des trucs qui sont rébarbatifs que tu peux faire en étant moins concentré, quoi. Mais l'attention vraiment à écrire, c'est 2-3 heures. Mais il faut le faire quand même moi en tout cas je le fais très régulièrement parce que je sens que quand ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, il faut que je...
Et par rapport à les 2 derniers sujets, par rapport à la liberté, Héractète, là, donc tu as fait un livre. Ouais. Et donc, c'est pareil, du coup, de créer un faux philosophe, ça te donnait la liberté de pouvoir aller effleurer la philosophie en étant Haroun, mais sans être Haroun. Je pouvais pas. T'imagines, Haroun sort un livre de philosophie, je suis pas du tout assez calé pour faire quoi. Non, mais on est d'accord. Mais c'est même pas la liberté, c'est vraiment de l'incompétence. L'artifice, quoi. Ouais, c'est comme la perruque dont on parlait tout à l'heure quand on fait un personnage. Non, mais la perruque, c'est même pire que ça. Oui, c'est ça, c'est faire dire à un personnage ce que tu peux pas dire toi-même, mais c'est aussi parce que je voulais faire de la fausse philo pour me moquer du processus philosophique que je lis, que je trouve marrant, même si je le respecte beaucoup, mais dédramatiser un peu la philosophie, montrer que c'est à la portée de tout le monde, c'est juste que on nous fait croire que c'est trop c'est perché, réservé quoi. à une élite et que c'est inaccessible. C'est sûr qu'il faut pas commencer par Kant, mais tu peux commencer par des aphorismes tranquillou, quoi. De Sioran. Tu te chauffes avec des petits aphorismes. Non, mais il y a des trucs très marrants. Schopenhauer, il fait un aphorisme, il dit le reste du monde toutes les autres régions du monde ont des singes, l'Europe a les Français. Point. Et c'est un aphorisme. Et t'as lu un philosophe. Ouais. Donc, et t'as compris. Et et c'est marrant. C'est accessible et machin. Et voilà. Donc, et là-dedans, tu vas lire 3 aphorismes qui vont te faire marrer, et il y en a un qui va te faire réfléchir, et tu vas passer un peu de temps dessus. Et en fait, le livre, c'était aussi pour donner envie à des gens de s'intéresser à de la philo, en montrant que moi j'ai créé un faux philosophe pour dire en fait c'est pas grave. Tu vois, il y en a beaucoup qui se la pètent en citant des vrais philosophes et tout. En fait c'est des mythos, et là-dedans finalement il y a quelques passages où je me suis dit ça ressemble un peu à de la philosophie, mais vraiment quelques-uns, quoi. Je suis incapable d'écrire un livre de philosophie complète. Je suis pas du tout assez calé. Et pour terminer, on va parler de Pasquinade. Donc, site internet que tu as créé à l'occasion... Non, j'allais dire pour le site, pour ton spectacle dédié à Internet. En vrac, quoi. Non, pas pour Internet. Ça, c'était pas pour Internet. Ouais, c'était pour en vrac. Est-ce que c'est après avoir étudié pour écrire ton spectacle Internet que l'idée est née ou Oui. Enfin... l'idée est née avec Internet, etc., où je voulais le mettre hors YouTube, hors Facebook et tout, le spectacle, parce que je critiquais justement tous ces trucs-là, et l'idée de Pasquinade telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une évolution, parce que je me disais qu'il y avait peut-être d'autres comédiens qui étaient dans ma comédienne qui avaient la même problématique que moi, c'est-à-dire j'ai envie de montrer ce que je fais, mais j'ai pas forcément envie de le mettre sur YouTube et Facebook où ça va se perdre dans les méandres. J'ai envie de et potentiellement je peux le proposer au chapeau ou en payant à des gens qui vont me rémunérer directement en ayant conscience qu'ils me rémunèrent moi. Et surtout qu'en plus l'humour étant en train d'éclater, la manière de produire des humoristes a aussi changé, et donc il y a beaucoup d'humoristes qui sont indépendants ou au moins assez libres de leur façon de faire. Donc je me suis dit ils auront peut-être besoin d'un endroit où ils peuvent diffuser leur spectacle et les mettre payants leur spectacle pour être rémunérés à leur juste valeur, et sans avoir à passer par alors sans avoir ce qui pourrait pas, parce que je reprends, sans avoir à passer par des réseaux sociaux où tu as des commentaires ou des dislikes ou le nombre de vues qui jugent de ce que de la qualité. On n'est plus dans la quantité quand tu fais un spectacle, et surtout quand t'as pas assez de gens qui te connaissent, tu vas pas faire beaucoup de vues, et surtout si tu fais pas beaucoup de vues, même si tu mets de la pub, que je trouve en plus assez invasive sur YouTube, tu seras très peu rémunéré. Moi, je l'ai jamais mis de pub parce que ça m'énerve qu'il y ait des pubs sur mes vidéos YouTube. Oui, parce que tu sais pas ce qu'il y a, quoi. Voilà. Et l'autre côté, c'est tous ces comédiens et comédiennes sont forts, c'est juste qu'il leur manque les réseaux sociaux pour être validés par les plateformes ou par les chaînes.
Le coup de boost qui va faire que en fait on va s'intéresser à un tel qu'on ou va tel. diffuser ton spectacle. Mhm. Et moi, avec Pasquinade, je me suis dit, il faut proposer à ces gens-là d'être diffusés, peu importe combien tu as de personnes. Tu sers de filtre. Voilà, à partir du moment où tu as une bonne qualité de spectacle. Un filtre diffuseur. Voilà, mais. Non, mais c'est ça. Tu as une bonne qualité de spectacle, ça veut dire qu'il y a un public pour ça. C'est juste qu'il faut le trouver. Et du coup, le choix des artistes, tu le fais tout seul ou avec Tierno ou comment ça se passe? Non, je le fais pas avec Tierno, je le fais avec l'équipe qui m'aide. Il y a Elisabeth et Mourad qui m'aident à la com, à la logistique et tout ça. Je le fais. Il y a une ligne éditoriale quand même sur Pasquinade. L'idée, c'est d'avoir un humour avec des idées, avec des choses à dire. Et j'ai pas envie de préjuger de si je suis d'accord ou pas avec ce qui est dit, mais ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un humour qui soit là, au service d'une idée. Okay. C'est aussi simple que ça. Et j'essaie aussi d'être un peu dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire je m'intéresse aux artistes qui sont indépendants, je m'intéresse aux artistes qui ont cette volonté, enfin qui ont cet esprit chapeau, enfin de rémunération au chapeau, qui ont envie de donner au public avant de savoir s'ils vont recevoir, tu vois. Donc, on n'est pas vraiment dans une logique très marchande. Le chapeau, c'est pas rentable de dingue, quoi. Mais ça propose, ça met en avant d'autres valeurs, donc il y a une question d'esprit aussi. Ouais. Ok, parce que du coup, c'est un peu ton public qui est drainé c'est ça, vers ce site, ouais. Et donc qu'attend, pas un type d'humour, mais on va dire une charte qualitative. Oui, c'est ça, mais je pense qu'ils attendent d'avoir un truc en plus des blagues. Ok. Et juste pour les gens qui connaissent pas, en gros, c'est t'as un site, une plateforme. Ouais. C'est pas encore une plateforme. Hein. Un site. Un portail, ouais. Un portail. Ouais, bon, il y a deux trucs sur le côté avec une planche en bois au milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et donc les gens peuvent aller voir des sketchs combien d'artistes il y a? Je crois qu'il y en a 45. Ouais, et donc ils visionnent et après à la fin oui non mais après on fait pas de l'épicerie fine, ouais. Mais et ils visionnent et après ils donnent au chapeau s'ils ont envie. C'est ça. Alors ils visionnent, ils donnent au chapeau s'ils ont envie et ils peuvent aussi acheter du contenu. Enfin il y a des contenus payants. Ok. Il y en a qui ont mis leur spectacle en payant. En entier. Il y a une série improvisée qui va okay. arriver d'ailleurs de la part des E. Ok. Cool. Et eux, ils vont la mettre en payant. Les E, qui est une très bonne troupe d'impro parisienne. Une troupe d'impro, ouais. Ils vont mettre la série en payant. Donc il y a soit du payant, soit du chapeau. Il n'y a pas d'abonnement. Parce que de toute façon, pour l'instant... Et sachant que les gens, ils peuvent regarder et ne rien donner aussi. Tout à fait. Ouais. On a accès à du contenu gratuit, quoi. Et ça, juste parce que du coup, c'est pour contourner tout ce qui est un peu GAFAM. Oui et non. Parce que toi, tu t'en sers quand même vachement de Facebook. Oui, mais c'est pas dans un esprit de contourner. C'est pas un esprit politique de contourner. C'est juste que les manières de diffuser me conviennent pas jusqu'ici. Si demain il y a une des GAFAM qui propose un truc super pour diffuser, pourquoi pas? Avec chapeau, rémunération oui, bien sûr. des mais artistes, si tu veux, et pas les algorithmes qui choisissent. Exactement, c'est ça le problème. Moi, j'ai pas envie de m'avancer sur le fait que je suis absolument en lutte contre les GAFAM. J'ai pas du tout les épaules pour faire ça. Oui, c'est pour l'instant, c'est vraiment. Non mais. Ouais. Pour l'instant, j'ai jamais proposé mes spectacles ni à des plateformes ni à des chaînes. Mais j'exclus pas de le faire un jour, tu vois. Mais on a dû te contacter. Oui, mais... mais t'as dit non. Pour l'instant, ouais. Ouais. Mais effectivement, tu laisses un bout du portail ouvert. Non, mais c'est pas exclusif. C'est pas parce que j'ai Pasquinade que je vais toujours tout faire sur Pasquinade. Et c'est pas parce que je fais des trucs sur des plateformes ou des chaînes que je ferai plus jamais rien sur Pasquinade. Mais j'ai pas les épaules pour lutter. C'est juste pour proposer à
des artistes qui n'ont pas accès à tout ça, enfin, qui n'ont pas accès à du visionnage payant, une alternative. Mais demain, si à Tristan Lucas, on lui dit il y a Canal+ qui veut ton spectacle, ou tu mets ton spectacle gratuit sur Pasquinade, je te dirais mec, va sur Canal+ ou va sur Amazon. Ouais. Mais crois-moi, je t'encouragerais 1000 fois à le faire parce qu'à un moment, c'est bien gentil, mais il faut continuer aussi à créer et c'est le plus important. Faut quand même à un moment reconnaître que l'argent nous permet de continuer à faire des projets. Ouais. Donc, faut pas être vénal, mais il faut quand même. Oui, savoir que pour continuer à en faire, il faut investir un peu. Donc voilà, si Amazon propose à n'importe quel artiste de lui acheter son spectacle, Pasquinade ne fera pas le poids, c'est clair. Et j'en suis conscient et ça me dérange pas du tout. Ouais. Et par rapport à la création de Pasquinade, je pense que le petit gendre idéal qu'a le petit Rictus, il doit être content de faire un petit pas de côté aussi, tiens. Ouais, non mais moi ça m'amuse beaucoup et je suis hyper content de ce qu'on a fait jusqu'ici. On est passé, enfin il y a eu le confinement et tout, on aurait dû faire plus, mais je suis trop content de montrer que il y a des gens qui se bougent et qui ont de la qualité et qui j'aimerais bien que les gens arrêtent de juger à la quantité en fait. Ah bah, ça c'est horrible parce que maintenant c'est horrible. Et encore les générations, enfin tu vois les 15-20 ans, dès que tu dis j'ai mis une vidéo, t'as combien de vues, tu vois, ça devient le réflexe. Parce qu'en fait, la diffusion internet est en train d'avoir les défauts de la télé. On juge à l'audience. C'est ce que j'allais te dire, c'est médiamétrie dans exactement. Les années 90. Et donc il y a des émissions qui ont été supprimées à la télé, qui étaient très quali et et du fait qu'elles soient supprimées, ça appauvrit la télé encore plus. Ça fait qu'on a de plus en plus de mal à l'allumer. Et Internet est en train de devenir comme ça. Et c'est bien dommage. Et en plus, c'est géré par des robots et tout. Donc on est... moi, et le dernier truc aussi, c'est que Pasquinade, à la base, je me le suis créé pour avoir un endroit ou avoir un laboratoire. Ok. Parce que j'ai mes vidéos. Il y a des vidéos, parfois... J'aimerais pouvoir les mettre d'autres choses, mais j'ai pas envie de les mettre sur YouTube parce que le public de YouTube est pas prêt à ça. Je te prends un exemple. J'ai fait un teaser pour mon spectacle. Ouais. Qui s'appelle le teaser s'appelle Seul. Enfin, le spectacle s'appelle Seul. Le teaser. Je suis hyper content du résultat. Ouais, il est assez. Je le trouve cool. Classe là dans l'hôtel. Et c'est un des trucs qui fait le moins de vues sur ma chaîne YouTube. Ok. Et ça m'emmerde profondément parce qu'en fait, je me dis que YouTube n'est pas fait pour certains contenus et j'aimerais avoir un endroit où pouvoir mettre des contenus plus un peu différents. Ouais, peut-être moins drôles, mais plus réfléchis, etc. Où il y a moins de rythme, tu vois. Ouais. Et Pasquinade, si un jour j'arrive à faire que Pasquinade, ça devient un labo et que les artistes peuvent me dire j'ai un truc à tester, j'ai un pilote j'ai un court-métrage, j'ai un court-métrage, je trouve ça cool, voilà, j'ai pas envie de le mettre sur YouTube parce que c'est cheap, mais mortel, si on arrive à avoir ça, mais mortel. Ça veut dire que les chaînes vont appeler l'auteur de ce court-métrage, il va avoir son histoire derrière avec le truc. Ouais, ils vont commencer, ça sera une sorte de veille d'aller sur Pasquinade. Exactement, mais ça ce serait un objectif. Mais bien sûr, c'est une sorte de centre de formation de Châteauroux, quoi. Non, mais si tu veux, t'as des talents qui en sortent et c'en met. Et si ça peut... si un jour ils peuvent renvoyer la force à Pasquinade pour qu'il y ait d'autres talents qui sortent et tout, mais j'aurais atteint grave mon objectif. Ok. Donc, avant tout, si ça peut devenir un labo de création et qu'on ait des contenus qui sortent du commun, comme Canal à l'époque... des années 90 où tu avais des trucs qui floppaient et des trucs qui étaient géniaux. Oui, par exemple, pardon, Edouard Baird, son truc qu'il faisait avec Ariel Wiesman. Non, à la fin de Nulle part ailleurs, il était dans un placard, machin. Ça, il y aurait eu un truc d'audience au départ, ça marchait pas du tout, tu vois. C'était ça, génial. Il l'aurait viré, quoi. C'était génial. Il improvisait en partant en cacahuète, et c'est des trucs qu'il n'y a plus maintenant. Et tu vois, Dava, par exemple, on a Dava, c'est totalement lunaire ce qu'ils font.
ils ont un C'est public. c'est un duo. C'est un duo, ouais, Sacha Béard et Augustin Chakelpopoulos. Et, j'adore ce qu'ils font. Et je sais qu'ils ils ont un petit public qui est hyper fidèle. Et je pense qu'ils peuvent trouver encore un plus grand public. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Et je suis trop content s'il y a des gens ensuite qui ont envie de les diffuser. Ok. Bon bah cool, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non. Donc tu as le non, spectacle qui commence. Le 4 février, j'espère. Mais Ouais. T'en sais rien. moi, Ouais, on de toute sait façon, pas t'en trop. sais rien. Il commence. Il commence. Il commence. Quand il commence. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il va commencer, ouais. Très bien. Eh ben, on ira voir ça. Ouais. Bon, bah, salut. Allez, à bientôt. Salut. Salut, c'est Remois. Alors juste pour te dire que j'ai fait un nouveau programme qui s'appelle Inspiration et je pars en solo, en bivouac, à vélo, à la rencontre de personnes que je trouve inspirantes. Et donc voilà, comme tout le monde me dit que c'est génial, c'est vachement bien, et ben je pense que toi aussi tu vas bien aimer. Donc voilà, tu tapes Inspiration, Tristan Lucas sur YouTube, et puis voilà, après tu profites. Allez, bisous. Stand up, encore une fois, oui. Y a des hauts, y a des bas. On en rit,